Bon, alors, bienvenue, mesdames, messieurs, si vous êtes sur YouTube. Ce soir, c'est le dernier Café Hypnose. Il y en a eu plein, puisque cette aventure des Cafés Hypnose, donc rendez-vous mensuel, qui réunit certaines personnes pour avoir un discours ou disons une présentation sur un sujet en relation avec l'hypnose, une présentation qui est interactive, eh bien, prennent fin après 8 ans, puisqu'on a commencé en 2016 et nous sommes en 24, donc ça fait 8 ans. Un certain nombre de cafés hypnose, donc, pour pas dire une chier de cafés hypnose, qui sont pour la plupart, dans la très très grande majorité, disponibles sur ma chaîne YouTube, comme vous le savez sans doute. Alors ce soir, on va aborder la grande question, et c'est une question importante et qui va bien pour terminer ces cafés hypnose. Que sont ou que pourraient être nos potentiels cachés? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes là, c'est que vous en avez une petite idée, ou alors peut-être pas, et puis que vous avez envie d'être surprise. Les potentiels cachés, comme la définition peut le laisser entendre, il s'agit de qualités, de pouvoir, de possibilités dont nous n'avons pas encore pris connaissance. Et peu importe l'âge, moi je suis plus tout jeune, et je continue à chercher ou à être plutôt attentif à d'éventuels potentiels que je n'ai pas encore découverts. Alors, en préambule, j'ai envie de vous poser la question, puisque vous êtes nombreux ce soir. À votre avis, dans toutes les qualités, les dons, les facilités que vous avez, vous diriez, vous avez combien de dons comme ça à disposition? Alors, vous n'êtes pas préparé à cette question, mais vous pouvez dire, je sais pas, je suis bonne en cuisine, j'ai une bonne écoute, je suis logique, j'ai de l'humour, je suis patient, etc. Si on fait la liste, je pense qu'on en a pas mal, en fait. A priori, on a des dons innés, peut-être, je ne sais pas en fait si on a des dons innés, si on vient au monde avec des dons. On va en parler un petit peu plus loin, voir un peu ce que vous en pensez. Mais comme ça, a priori, vous diriez que vous avez beaucoup de potentiel, de qualité. C'est une drôle de question, C'est une drôle de question. Puis ces qualités peuvent être des défauts aussi, parce que je sais pas, si on est trop perfectionniste par exemple, des fois c'est une qualité, des fois c'est un défaut, donc ça dépend comment on compte. Ouais. Mais on en a quand même pas mal. On a quand même pas mal de qualités. Effectivement, toutes ces qualités ont un revers, le revers de la médaille, qui peuvent être vus comme des défauts ou comme des... qu'est-ce qu'on pourrait dire ça? Ça peut agacer certaines personnes. Si on est moi je suis quelqu'un de très ordonné. Je trouve que c'est une qualité parce que ça m'améliore la vie. Mais peut-être pour quelqu'un qui me côtoie, ça peut être agaçant. Donc on peut effectivement avoir des jugements de valeur sur certaines qualités. Je n'ai pas réfléchi à cette question, donc c'est très bien d'avoir de l'interaction parce que ça me pousse à creuser un peu plus loin dans ma pensée. Et je crois qu'en fait, un potentiel, c'est une qualité, mais pas que, ça peut aussi être un pouvoir potentiel, en fait, c'est-à-dire une capacité à faire quelque chose. Et en ce sens-là, ça peut être que bénéfique à la personne qui possède cette qualité,
Par contre, effectivement, ça peut avoir des répercussions pour d'autres qui peuvent soit être agacés, comme je viens de le dire, soit être jaloux, parce qu'ils aimeraient bien cette qualité, puis ils ne l'ont pas, soit encore être jugés selon d'autres systèmes de valeurs comme étant plutôt un défaut. Ce que je trouve difficile des fois, parce que moi j'ai fait dans le cabinet, de dire les qualités, oui. Ben, ils ne trouvent pas beaucoup. Par contre, les défauts, là... Ouais, alors ça c'est intéressant. Les défauts, on peut y aller, on connaît plus les défauts que les qualités. Ben, la raison est que les qualités, enfin je crois, les qualités nous améliorent la vie, donc elles semblent naturelles. Si vous dites à quelqu'un, effectivement, dans le cadre d'un coaching, d'un accompagnement, développement personnel, etc., tel que tu l'as fait, Maria, eh bien, on va essayer de pointer les qualités des personnes, on va vraiment chercher à pointer ça pour que la personne reprenne confiance dans ce qu'elle est capable de faire. Mais la plupart du temps, quand on parle de confiance, les gens n'ont pas conscience de la confiance qu'ils ont. Tout le monde, sauf exception rarissime, tout le monde est confiant pour monter ou descendre l'escalier, parce qu'on sait tous marcher. Donc on est confiant parce qu'on a une capacité. Néanmoins, cette capacité, on a dû l'acquérir. On n'est pas né en sachant marcher, on a dû apprendre. Et donc on a gagné une capacité qui nous permet d'avoir confiance dans ce cadre-là. Et donc quand on a confiance, ça semble naturel. Une qualité semble naturelle, alors qu'un défaut va attirer notre attention sur un endroit où on manque de confiance. Et c'est la raison pour laquelle, quand les personnes nous consultent en tant que coach, etc., quand on leur dit quelles sont vos qualités, moi j'ai pas beaucoup de qualités. Ok, alors dites-moi vos défauts. Ben, il y a ça. Alors là, la liste est longue, parce qu'ils ont repéré les défauts, parce qu'ils en souffrent. Donc ils voient tous les endroits où ils manquent de confiance. Et puis ben là, on utilise ce qu'on appelle le recadrage, c'est-à-dire qu'on va utiliser les informations que ces personnes nous donnent pour remettre en question leurs croyances sur le fait qu'ils ont plein de défauts. Par exemple, quelqu'un dirait j'arrive pas à parler en public. Hein, et alors, on peut dire c'est très embêtant, mais on peut aussi rebondir en disant super, vous avez quelque chose à apprendre, ça va être génial quand vous y arriverez. Ça, c'est un recadrage. Hein. Le recadrage, c'est vraiment changer la vision par rapport à une perception. Le gars qui va se plaindre en disant ma femme est jalouse, etc. Génial, vous vous rendez compte comme elle vous aime. Ça, c'est un recadrage de sens, en fait. On peut souffrir de quelque chose, mais en le regardant d'une autre manière, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose à prendre, quelque chose à apprendre. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, la longue liste de défauts est la petite liste des qualités. Tu dis, oui, mais vous savez bien faire à manger. Oui, mais ça, c'est normal. Hein? Donc, on va minimiser ses qualités et augmenter ses défauts. Hein? Oui, mais vous êtes en bonne santé. Oui, mais c'est normal. Vous avez de la volonté. Bon, non, pas plus que ça, c'est normal. Donc, on va minimiser ses qualités et augmenter ses défauts. Ça, c'est une des stratégies du subconscient pour rester dans ce qu'on appelle la zone de confort, hein, c'est-à-dire rester dans notre bourbier, peut-être jusque-là, mais on n'est pas très bien, mais n'empêche qu'on connaît. Et donc la zone de confort, c'est typiquement ça. Je suis dans mon bourbier, mais voilà, je suis au chaud, ça bouge pas, j'ai l'impression d'être protégé par tous ces problèmes que je connais. J'ai l'impression de les contrôler parce que je les connais. Et lorsqu'il s'agit de dire, ok, je sors du bourbier, je vais, je sais pas, sur la rive, je vais sous la cascade, nettoyer tout ça, et puis après prendre le soleil tout nu au milieu des pâquerettes, et bien là, on a peur.
Ah non, mais je ne peux pas faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on rentre dans une zone inconnue. En même temps, on en aurait envie, on peut en rêver. Et la plupart d'entre nous, je ne fais pas exception d'ailleurs, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça. Alors, plus on est, ou moins on est, ça change les choses. Mais on va entretenir le rêve en se disant qu'un jour, on va faire ça, un beau jour, je réaliserai ça, ou je transformerai ça dans ma vie. Et le rêve suffit à contenter cette illusion et à rester dans sa situation. Donc ce phénomène d'auto-évaluation entre mes défauts sont terribles, mes qualités sont normales, donc c'est ce double jugement entre défauts et qualités, plus l'entretien d'un rêve que un jour je ferai, ce que j'ai toujours rêvé, eh bien va cristalliser, va immobiliser cet état actuel et donc empêcher de nouveaux potentiels de se révéler. On va en fait saboter de nouveaux potentiels. Et ça a à voir beaucoup avec nos croyances. On va prendre conscience de ça par rapport aux autres, en fait. On est au milieu d'autres personnes et on va utiliser la comparaison, forcément. C'est-à-dire qu'on va exister par rapport à d'autres. Et on pourrait se poser la question, si quelqu'un existe tout seul, est-ce qu'il serait capable de se réaliser ou de se trouver? À mon avis, non. Et l'histoire de l'enfant loup, je ne sais plus quoi, l'enfant sauvage, qui avait survécu dans la forêt tout seul. C'est une histoire vraie, en France, dans les années 30 peut-être, je ne sais plus très bien. C'est pas Tarzan. C'est pas Tarzan, non, Tarzan. Ça pourrait, ça aurait pu. Mais effectivement, il y a cette histoire de l'enfant sauvage qui avait été trouvé, je ne sais pas, il devait avoir peut-être une douzaine d'années ou quelque chose comme ça, et puis il avait été hébergé, remis à pied. Il avait donc été étudié par les psychologues de l'époque, les médecins de l'époque, qui avaient fait tout un tas d'analyses sur le fait qu'effectivement, eh bien, on se développe en relation aux autres, c'est-à-dire en comparaison aux autres. Et là intervient évidemment le conditionnement dont je parle fréquemment, c'est ce conditionnement qui va former notre inconscient à être comme ci, à être comme ça, qui va former notre inconscient en installant des croyances. Ce conditionnement vient du modèle parental, de l'environnement familial, l'environnement scolaire, l'environnement évidemment de la société, de la culture, de la religion, etc. Tout ce qui nous entoure, dans notamment la petite enfance, là où c'est très important, puisqu'on est en train de capter les premières informations du monde pour se construire sa propre réalité. Et donc, tout cet environnement va être très important pour donc construire cette réalité et mettre en place les croyances. Je suis comme ci, je suis comme ça. Alors, c'est assez vaste, parce que moi, je suis cinquième d'une famille de 6 enfants, donc on a été 6 à avoir la même éducation, le même cadre, la même culture. Eh bien, on voit qu'on est quand même 6 différents. Mais il y a des points communs, importants, en termes de valeurs, en termes d'exemples, en termes de qualité. Après, ça se développe au fil de la vie. Mais ce qui me paraissait important, c'est de prendre conscience par rapport à ces qualités, défauts potentiels qu'on peut avoir, c'est l'effet de l'exemple, de l'environnement. Est-ce que je veux être comme ma mère? Est-ce que je veux surtout pas être comme ma mère? Ce qui revient au même, finalement, ces deux conditionnements. Est-ce que je veux être comme mon père? Ou est-ce que je veux surtout pas être comme mon père? Dans les deux cas, je manque de liberté.
Si je veux être comme mon père, je ne suis pas libre. Si je veux surtout pas être comme mon père, je ne suis pas libre. Parce qu'il y a le point de référence. Est-ce qu'on peut échapper à ça? Pas vraiment. Pardon. Pas vraiment. Justement, on ne peut pas échapper au conditionnement qu'on a tous subi, qu'on est tous amenés à subir dans le parcours. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est le cœur du sujet de cette soirée, c'est que on peut avoir, on peut évoluer, on n'est pas fixé. Et ça, c'est tout le sens de la thérapie. Si on était fixé, il n'y aurait pas de thérapie possible. La thérapie nous amène justement des éléments nouveaux qui vont permettre de remettre en question le conditionnement. J'ai été conditionné, comme tout un chacun, et puis la vie, alors la vie c'est la grande thérapie, la thérapie, la vie, c'est la vie qui nous fait la thérapie. Maintenant, après, il y a des approches thérapeutiques, dont l'hypnose, mais pas que, et tous les coachings, développement personnel et autres types de thérapies qui vont amener des informations suffisamment puissantes ou des expériences suffisamment puissantes, c'est le cas de l'état hypnotique, pour créer un précédent dans nos croyances. Je crois être comme ça, mais en faisant une démarche thérapeutique ou une démarche de développement personnel, je me rends compte que ça pourrait peut-être être différent. Ça fissure déjà un peu la croyance, puisque je croyais que c'était fixe. Je suis comme ça, point barre. Et il y a des gens comme ça qui ne veulent pas remettre en question. Je suis comme ça, point barre. Donc tout ce qui viendrait remettre en question est rejeté du revers de la main. Dès le moment qu'on va ouvrir une possibilité de changer de croyance, ça ouvre un espace de possibilités et donc ça libère de l'espace pour de nouveaux potentiels. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne figée, comme je viens de lui dire, je suis comme ça et point barre, qu'est-ce qui fait qu'elle va ouvrir? Eh bien, s'ouvrir un événement extérieur. Un événement qui va ébranler en fait la croyance. Ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être toutes sortes de choses, une perte d'emploi, peu importe. Un événement extérieur qui va bouleverser la croyance initiale, forcer la personne à se remettre en question. Alors après, soit elle plonge dans la croyance suivante, et puis elle reverrouille, soit elle ouvre sur des possibilités nouvelles. Vous retrouvez ça dans toutes les histoires, dans tous les romans, dans tous les films, partout et dans la vie. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. C'est-à-dire qu'il y a une situation initiale qui roule, avec un schéma qui fonctionne, et tout d'un coup, il y a un événement qui arrive, et qui remet en question ce schéma. Et là, le personnage, le héros de l'histoire, va être obligé d'entrer en transformation. Il va faire tout un parcours avec des doutes, avec un phénomène de deuil de ce qu'il a été. Il va rencontrer des alliés, il va rencontrer des ennemis. Vous retrouvez ça dans tous les films, dans toutes les histoires. Et en fait, c'est notre histoire. Elle fonctionne comme ça. C'est l'histoire de l'humain, elle fonctionne comme ça. Et ce voyage du héros va nous pétrir quelque part. Et c'est là où on peut prendre conscience du fait que la vie est en elle-même une thérapie. La vie va nous pétrir pour nous inviter ou nous forcer ou voilà, nous aiguiller pour nous transformer, nous améliorer. Et tu sais, ce que je trouve difficile maintenant, c'est qu'on est quand même confronté à une société qui nous entoure et c'est pas évident de savoir maintenant quelle qualité on a envie des fois de développer parce qu'il y a un environnement qui est quand même assez qui bouge beaucoup, qui est assez déstabilisant. Et comment se projeter ou se situer par rapport à ça? Je trouve que c'est assez questionnant. Oui, c'est pas évident. Bien sûr, bien sûr. L'environnement, actuellement, là, en 2024, il est très instable. Il est anxiogène.
Et donc, c'est une situation particulière. Elle fait partie du voyage du héros, d'ailleurs, hein, de traverser ces questions de doute, de peur de ne pas y arriver. C'est ces moments où on est même sûr de jamais y arriver. Et ça fait partie de cette maturation. Parce qu'au final, arriver à quoi? Mais pour aller où? Pour aller où? Hein? Et donc, si ce n'est à la rencontre de soi-même. Donc ça, c'est la proposition. Après, vous prenez, vous laissez, bien sûr. Mais au final, on vient au monde tout seul, on meurt tout seul. Entre deux, y a plein de trucs qui se passent, dans lesquels on va échanger, se nourrir, s'enrichir, se soutenir les uns les autres, etc. Et tout ça est très très beau, hein, cet échange humain. Mais au final, sur le lit de mort, on va être tout seul. Hein. Et moi, mon objectif de vie fondamental et principal, c'est qu'à ce moment-là, je sois content de moi. Voilà. Peu importe ce que je fais, ce qui arrive, etc. On espère tous mourir paisiblement et pas dans des circonstances épouvantables, d'être souffrance. On espère ça, évidemment, mais même si ça devait arriver, il y a un truc fondamental, pour moi, hein, c'est de mourir en disant « Ok, t'as fait mieux que t'as pu, c'est bien, t'es un bon gars. » Voilà. Pour moi, ça c'est l'objectif. Mais évidemment, chacun aura le sien. Et ça veut dire, c'est peut-être ce qui explique la raison pour laquelle c'est si important, à mes yeux, d'aller à la rencontre de soi. Parce que finalement, c'est avec soi qu'on va partir. On n'emportera rien de l'autre côté. Alors, je ne suis pas pressé, hein. J'ai encore 2-3 bricoles à faire d'ici là. Mais ça veut dire que, justement, dans ce temps qui reste, jusque-là, il y a cet intérêt pour la meilleure version de moi-même que je pourrais atteindre. Alors, je vais faire du mieux que je peux, je sais que j'arriverai jamais à la perfection, je ne suis pas idiot, etc., etc. Mais n'empêche, il y a une direction, il y a une orientation. Et l'hypnose m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté en tant que client, receveur par l'intermédiaire d'hypnothérapeutes à qui j'ai confié mon esprit inconscient, ou moi-même en accompagnant des centaines de personnes, je vois à quel point cette connexion à soi, elle est si importante, si précieuse, et qu'elle permet de clarifier justement ce que tu disais. C'est tellement confus l'environnement dans lequel on est, que finalement la seule chose stable, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est la seule chose sur laquelle je peux compter. Et donc, à la question de savoir quelle qualité il faut développer pour répondre à ce monde, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse à ça, parce que quelle importance, hein. Quelle qualité je peux développer pour aller vers ce soi avec qui j'ai envie de mourir, c'est-à-dire le moi, vers moi, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule rencontre dans la vie, c'est avec soi. Et on fait la rencontre avec soi à travers la rencontre avec les autres, puisqu'il y a cet effet miroir, cet effet de comparaison qui va me permettre de me révéler à moi. Les autres m'aident à me révéler, les autres sont des révélateurs. L'effet miroir, oui, c'est-à-dire que je peux voir en l'autre des trucs de moi, hein, mais l'autre peut aussi m'amener des questions auxquelles je n'ai pas pensé. Et donc révélateur, pas forcément par la parole, pas forcément dans une discussion, par l'exemple, en regardant des gens. Et je pense que quand on s'est formé dans notre conditionnement d'enfant, rappelez-vous quand vous étiez petite fille, petit garçon, des modèles que vous avez eus. Hein? Alors peut-être c'était pas la mère, c'était peut-être pas le père, c'était peut-être le voisin, un grand-père, une grand-mère, un vieil oncle, ou c'était peut-être un héros de contes de fées, peu importe. Hein? Moi j'ai eu des héros. Pendant longtemps c'était Lucky Luke, mon héros. Toute mon enfance c'était Lucky Luke. Va savoir pourquoi. Hein?
C'était pas Astérix, c'est comme ça. Ouais. C'était Lucky Luke. Donc vous saurez tout de moi bientôt. Mais pour dire, le héros, il peut être réel, il peut être idéalisé comme un héros de bande dessinée ou un héros de cinéma. Il peut être fantasmatique, hein, et c'est ce qu'on a, peut-être aussi d'autres de mes héros, parce que j'ai une enfance catholique assez pratiquante. Moi, j'avais les héros, des anges, ou comme ça, j'avais une espèce. Alors bon, c'est mettre la barre haut, hein, ça fout la pression quand tu as envie de ressembler à un ange, mais ça donne une orientation. Des limitations aussi. Ça pour dire que peu importe, mais quand on se forme, on a des modèles. Et on va utiliser ces modèles pour essayer de leur ressembler, donc développer les qualités qu'ils ont. Essayer de développer les qualités qu'ils ont. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, par rapport au sujet du soir, nos potentiels cachés, c'est qu'on a peut-être eu envie, quand on était enfant, d'avoir telle ou telle qualité. Est-ce qu'on a réussi à les atteindre? Ou toujours pas? Ou est-ce qu'on a carrément laissé tomber? De toute façon, c'était illusoire. C'est intéressant de se poser cette question. Et si on a laissé tomber, c'était peut-être une bonne idée de laisser tomber, ou peut-être pas. Parce que vous êtes libre, on est libre. Et on peut, à n'importe quel moment, changer d'avis. À n'importe quel moment, se dire, pendant des années, ou des décennies peut-être, je ne me suis pas occupé de ce truc qui était si important pour moi quand j'étais enfant ou quand j'étais ado. Et maintenant, je vais m'y remettre. Pourquoi pas? On est libre. L'idée étant pas de répondre à une attente de la société, enfin ça c'est ma vision, hein, bien sûr, mais étant de répondre à l'appel de soi, l'appel du cœur, on pourrait dire, ou l'appel du soi profond. Je parle souvent du soi profond, etc. Et parmi ces modèles, il y en a qui nous ont peut-être donné le droit de réussir, ou pas. Certains nous ont peut-être fait croire qu'on ne pouvait pas réussir. Peut-être même nous ont donné le devoir d'échouer. Par l'exemple, hein, pas forcément une injonction, mais et puis par loyauté ou par solidarité, on a peut-être choisi la voie de l'échec parce que je ne peux pas réussir là où papa a échoué, par exemple. C'est très classique. Hein. Et donc ça vaut la peine de considérer toutes ces croyances qui se sont développées au fil du conditionnement, du développement, en tant qu'enfant ou adolescent, jeune adulte, pour finalement prendre conscience, et ça c'est un peu ce que je souhaite à chacun, prendre conscience qu'on est libre, c'est-à-dire on n'est pas figé dans un état. Peu importe où on en est, peu importe l'âge qu'on a, on n'est pas figé. On peut décider d'être figé ou on peut avoir la croyance qu'on est figé. Mais c'est qu'une croyance. C'est ébranler tout ça. Et donc, effectivement, vous me direz, il y a la génétique. Oui, un peu. Mais la génétique, on sait aujourd'hui que le génome se transforme. Donc la génétique, c'est pas un truc fixe. Hein. Mais effectivement, on reçoit, on hérite de quelque chose. On hérite d'une génétique, les mémoires cellulaires ou transgénérationnelles. On a donc un héritage qui est aussi un héritage comportemental. Parce que si votre maman elle montait sur un tabouret en hurlant parce qu'il y avait une araignée, forcément, même si vous n'avez pas a priori peur des araignées, vous allez le métaboliser, vous allez le ressentir, vous allez l'intégrer, vous allez le prendre pour vous. Donc il y a aussi des aspects comportementaux
qu'on appelle parfois la contagion de l'aberration. Je trouve ça assez drôle comme terme. C'est-à-dire qu'on va hériter de comportements. Et puis qu'est-ce que j'avais noté et donc, effectivement, après, il y a aussi les personnes qui pensent, qui croient à des vies successives, et que donc, quand on arrive en tant que petit bébé, voilà, quand on vient au monde, on a déjà un acquis, on a déjà des vies, déjà des expériences. Ça, c'est des croyances aussi, c'est peut-être vrai, peut-être pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça peut aussi impacter sur ce qu'on a reçu, en fait. Hein. Et la parabole des talents, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça c'est Jésus, c'est dans les évangiles. Jésus raconte cette histoire. Bon, peut-être pas trop s'appesantir là-dessus si ça ne résonne pas pour vous, mais où effectivement le maître s'en va en voyage et puis il convoque 3 serviteurs. À un, il donne 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent. Et puis, donc les talents étant des pièces de monnaie de l'époque, et puis les 2 premiers font fructifier, puis l'autre a tellement peur de le perdre qu'il l'enfouit, il le cache. Ceux qui ont fait fructifier, au retour du maître, ont plus à lui rendre, et puis celui qui l'a planqué, parce qu'il avait peur, va être puni en fait, il va être rejeté. Ce qui n'est pas très cool, mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même une espèce d'attente qu'on fasse quelque chose de nos talents, dans la parabole. Je suis retombé là-dessus, ça me paraissait intéressant à relater. Qu'est-ce qu'on fait du cadeau qu'on a reçu en venant au monde? On a reçu un cadeau extraordinaire qui est la vie, a priori, mais qui est la vie pleine de potentiel. Imaginez une qualité dont vous pensez manquer. Il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis impatient » ou « Je sais pas, je suis dépensier » ou peu importe, je ne suis pas économe, pour prendre à l'inverse la qualité. Qu'est-ce qui vous empêche de développer cette qualité? Qu'est-ce qui nous empêche de développer une qualité? Eh bien, la seule chose qui nous en empêche, c'est la croyance qu'on est comme ça. Dès le moment où on fie sur la croyance, où on commence à modifier cette croyance, et c'est tout le fond de la thérapie, quelle qu'elle soit, eh bien, on commence à créer une nouvelle possibilité, et donc un potentiel différent. Ça vous va? Jusque-là, ça va? C'est pas très drôle, hein? Il faut des tranches. Ça fait réfléchir peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a dans les démarches de coaching, il y a une fameuse pyramide, la pyramide de Dilts, qui est une pyramide qui explique un peu comment fonctionne une personne. Il y a 6 étages. Il y a un premier étage, c'est l'environnement, dans quoi on évolue, on en a parlé un peu. Et cet environnement change tout le temps, après au fil du temps, à travers le monde professionnel, le monde personnel, la vie familiale, etc. C'est l'environnement. C'est-à-dire les choses extérieures qui viennent impacter. Et puis après, sur cet environnement, on va développer un certain nombre de comportements qui vont répondre à l'environnement. C'est un peu peut-être ce que tu disais tout à l'heure, ou apparenté, en disant mais quelle qualité développer pour répondre à... Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais... C'est un peu ça, mais... Plus subtil. Oui. Ouais. Ça ne m'étonne pas de tout. Mais parce que là, je résume un peu. Donc on a un environnement, ensuite on a des comportements qui vont répondre un peu à l'environnement, forcément. Et puis sur les comportements, l'étage au-dessus, c'est les capacités. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Et puis, au-dessus, il y a les valeurs et les croyances. Les croyances et les valeurs, et puis après, il y a l'identité, c'est-à-dire qui je suis, ou plutôt qui je crois être. Et puis, tout en haut de la pyramide, il y a ce qu'on appelle le transpersonnel, certains disent le spirituel, etc. C'est-à-dire notre rapport à ce qui est plus grand que soi. Donc, ça fait une pyramide comme ça, avec les
l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances et les valeurs, l'identité et le transpersonnel. Et chaque étage est posé sur les précédents. C'est-à-dire que là, en parlant de potentiel caché, on va parler de capacité. C'est-à-dire où est-ce que je pense que je suis bon. J'ai la qualité d'écoute, de patience, etc. On a, c'est-à-dire une capacité à faire ou à être, à faire quelque chose ou à être d'une certaine manière. Et quand on est limité à un certain étage de cette pyramide, la solution est au-dessus. C'est-à-dire que si on a un problème avec l'environnement, la solution sera dans les comportements. On change les comportements, ça va répondre différemment. Si on a un problème avec les comportements, avec un comportement, eh bien la réponse va être de développer une capacité nouvelle. La capacité d'être patient, par exemple, ça se développe, on apprend à écouter, etc. Donc la capacité va répondre à un problème de comportement. Si on a un problème de capacité, là on y vient avec le sujet, c'est-à-dire qu'on aimerait développer des nouvelles compétences, des potentiels cachés, on y reviendra parce qu'il y en a qui sont cachés profonds. Donc le développement des capacités va trouver sa solution dans l'étage d'en dessus, c'est-à-dire au niveau des croyances et des valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont permettre de changer des capacités? Qu'est-ce qui est suffisamment de valeur pour me motiver à changer? Alors, ce qu'on se rend compte, et comme on l'a dit précédemment, c'est que les croyances vont limiter les capacités. On a des capacités qui sont limitées par nos croyances. Et si on change de croyance, effectivement, eh bien, on va libérer des capacités. Et croyances et valeurs, ça va ensemble, parce que le changement de croyance est relatif à nos valeurs. Quelle valeur est suffisamment puissante pour me permettre de changer de croyance? Si je suis par exemple quelqu'un de nerveux ou de comment est-ce qu'on appelle ça, un peu colérique, hein, où je peux m'emporter, etc. La valeur qui peut faire changer ça, ça serait par exemple, c'est pas uniquement, mais ça, celle qui me vient maintenant, c'est une valeur humaniste, humaine. C'est-à-dire que je ne peux pas passer mon temps à gueuler les gens. Si j'ai une valeur humaine, je vais être naturellement plus à l'écoute. Donc, on va chercher des valeurs qui vont permettre de modifier la croyance, qui sont suffisamment importantes pour modifier la croyance. Chercher tout ça, c'est très clair. Alors oui, bien sûr, après... Si tu ne sais pas, tu peux la maîtriser à un moment, tu peux la contrôler à un moment, à un autre moment, elle ressort. Oui, tout à fait. On peut pas vraiment aller chercher pourquoi. Ouais. Parce que tu peux être comme ça, te contenir, mais à un moment donné, si tu ne sais pas d'où ça vient, ça pète. Oui, alors, oui, tout à fait. Donc là, tu as tout à fait raison, dans le sens où la thérapie, pour permettre à la personne d'accéder à ses valeurs et de changer de croyance, donc de réalité, ça c'est le but de la thérapie, souvent il faut aller creuser plus loin. Ça peut passer dans les comportements, dans les capacités. Je suis incapable de faire ça, je suis incapable de garder mon calme, par exemple, avec quelqu'un qui m'énerve. Aller chercher dans les comportements, je pète un plomb, je donne des coups de poing à la porte, ou des coups de pied, etc. Et dans l'environnement. Donc tout ça est lié, cette pyramide est très intéressante au niveau de l'utilisation pour trouver les leviers d'action. Mais c'est clair que si le comportement colérique, par exemple, vient d'un environnement ancien, d'un enfant qui a été abandonné ou battu, ou peu importe, pas forcément battu d'ailleurs, mais qui a été témoin de colère incessante, puis que c'est finalement ce qu'il a pris comme comportement normal, en premier exemple, ou des choses de ce genre,
eh bien évidemment, il faut aller guérir cette partie ancienne, parce que la personne, elle souffre toujours, elle a toujours peur. Elle a toujours peur de ses comportements de violence, et c'est pour ça qu'elle est violente. Comme disait l'inspecteur Harry, je flingue et je discute après. Donc c'est sûr que tu as tout à fait raison. Il y a un grand nombre de cas, pratiquement dans tous les cas, quand la personne a envie de faire quelque chose, puis qu'elle se sent bloquée, il y a évidemment une croyance que je ne peux pas le faire, j'arrive pas à le faire, et il y a donc une raison sous-jacente, ancienne, une blessure, une émotion qui verrouille le truc. Quand on traite l'émotion, tout d'un coup la personne se dit « Ok, mais je ne sais pas faire ». Et là elle passe un degré, plutôt que de dire « je ne peux pas le faire », elle va dire « je ne sais pas faire ». Et là, super, il y a quelque chose à apprendre. Ouais. Et là c'est vraiment un passage marquant dans le développement d'une personne. Et on fonctionne tous comme ça. Ça fait partie de ce voyage du héros où il y a des épreuves que le héros traverse et qui vont l'initier, et finalement il en ressort différent à la fin du voyage, à la fin du film. Effectivement, quand on travaille sur les croyances et les valeurs, eh ben, ça va déboucher sur une nouvelle perception de son identité. Si mes valeurs s'affirment, eh bien j'ai une affirmation ou un éclairage sur mon identité. Je peux passer du gars colérique, je suis colérique. Donc la personne, quand elle dit je suis colérique, elle s'identifie à la colère. Je suis la colère. J'ai pas une colère, je suis colérique. Et donc, passer de cette croyance-là, en travaillant évidemment sur la source, jusqu'à la prise de conscience en disant ben, j'ai la mauvaise habitude d'être colérique, c'est déjà très différent, et donc il faut que j'apprenne, je veux apprendre à être plus empathique. Donc il y a un sacré chemin qui se fait à travers cette évolution. Et vous pouvez faire appel aux thérapeutes qui sont présents ce soir. Mais vous pouvez aussi laisser la vie agir, parce que la vie est une thérapie. À cause de ce phénomène du voyage du héros, vous allez en prendre plein la tronche jusqu'à ce que vous appreniez à être plus cool. Et puis si vous n'y arrivez pas, ben vous vous réincarnez. Ça, c'est une autre croyance. Tout ça pour dire que la vie nous amène plein de possibilités de changer, d'évoluer, de s'améliorer, etc. Mais un des problèmes, c'est qu'on a la fâcheuse tendance à être binaire. C'est oui ou non. C'est blanc ou noir. C'est bien ou mal. C'est facile ou c'est difficile, etc. On a tous cette tendance-là. On a de la peine à être plus nuancé. Et donc, c'est ce qui nous amène, particulièrement là où on a des limitations, à être très entier. Moi, je suis comme ça, point barre. Je suis colérique, ou bien je suis trop gentil, pour prendre un autre extrême. Hein. C'est pas que les colériques non plus dans la vie. Alors, la proposition que j'ai envie de vous faire, enfin une des propositions, c'est de vous écouter. D'écouter vraiment ce qui se passe en soi. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment de la peine à faire. Parce qu'on n'a pas le temps. On ne fait que de courir. On ne fait que de répondre aux sollicitations de l'environnement, de la vie, de la société, comme il a été dit, de ce monde bizarre qui nous entoure, avec toutes ces incompréhensions, toutes ces difficultés, toutes ces menaces. Et donc on n'a pas trop le temps de s'écouter. En plus, ça demande un petit effort parce qu'il faut prendre 5 minutes, s'asseoir et faire silence. Il y a des gens qui aiment bien la méditation, ils aiment bien faire ça.
tant mieux pour eux, c'est très bien. Et je suis sûr qu'ils y trouvent des trucs super intéressants. Et quand on est capable de s'écouter, eh bien, ce qui va être un peu plus difficile, c'est d'écouter ses désirs profonds. Parce que même une personne qui s'assoit en silence a tendance, forte tendance, à confirmer ses croyances. Les croyances qui sont déjà là. Et donc la proposition que je vous fais, elle n'est pas forcément très confortable, quoique, elle peut être très amusante, c'est de vous dire, en silence, et si tout était possible? Si je pouvais tout changer, tout ce que je connais, si je pouvais penser différemment, si je pouvais ressentir différemment, si je pouvais agir différemment, qu'est-ce que j'aurais envie? Et ça, c'est vraiment une manière de dialoguer avec soi, et donc de se rencontrer, d'entretenir une relation avec soi. Et tant qu'à faire peut-être une relation amoureuse, je veux dire une relation d'amis avec soi, une relation d'amitié, et découvrir qu'on est capable de s'aimer tel qu'on est, parce qu'on est en évolution, de s'aimer en évolution, de s'aimer, quoi. Et donc de s'écouter, de prendre du temps pour soi. On prend plein de temps pour les autres, enfin certains, ou la plupart d'entre nous, prennent beaucoup de temps pour les autres, et pas assez pour eux. Parce que souvent, prendre du temps pour les autres, ça nous amène des bénéfices. Ça nous apporte de la satisfaction, ça nous apporte, ça vient flatter notre ego, ça vient faire différentes choses. Et puis on est des êtres de relation, les êtres humains. On a besoin de relations, on a besoin de contact, on a besoin d'approbation, on a besoin d'être les uns avec les autres. Et donc on fait beaucoup pour les autres et on s'oublie. On oublie qu'on est la personne avec qui on vit tout le temps, qu'on est une personne précieuse. Alors l'idée, c'est de partir en découverte, à la recherche du diamant perdu à l'intérieur de soi, et de laisser s'exprimer la curiosité. La curiosité amène la découverte, qui amène des expériences nouvelles, et cette révélation, quelque part, que tout est possible. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans ma vie? Et qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie? Et quand même vérifier aussi ce qui nous fait plaisir, ou ce qu'on croit qui nous fait plaisir. Et vérifier aussi ses aversions. Il y a des trucs que je déteste. Mais pourquoi je déteste ça? Moi, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Mais c'est des fois sans raison aucune. Je ne sais pas si j'ai envie de partager ça publiquement. Mais il y a des choses que j'aime pas. Il y a des choses que j'aime pas. Et c'est complètement irrationnel. Ça doit avoir. Moi, j'aime pas les chats, par exemple. Alors, tous les amateurs de chats vont dire c'est un salaud, Philippe, c'est un salaud. J'aime pas les chats, mais je sais pas pourquoi c'est ça. Moi, j'aime les chats dans la nature, les chats sauvages, j'aime les oiseaux dans le ciel. Mais alors, je ne critique pas ceux qui aiment les chats, c'est loin de moi cette idée. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder un peu lucidement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et quand je le fais, et puis que je pense que j'aime pas les chats, pourtant je vis avec des chats, c'est pas les miens, mais enfin je vis avec, je les tolère, je les supporte. Mais ils y peuvent rien, ces pauvres bêtes. Hein. Mais moi non plus, j'y peux rien aussi. Et donc c'est intéressant de voir d'où viennent ces aversions. J'étais peut-être une souris dans une vie antérieure, c'est possible. D'où viennent nos aversions? C'est intéressant, on peut avoir des aversions pour certaines cultures, pour certains pays, pour certaines nourritures, alors on a le droit d'aimer ou pas aimer, hein, c'est pas ça que je remets en question, mais plutôt les aversions, les trucs, vous savez, ces espèces de réflexes, je veux pas, hein, ça c'est très intéressant à explorer, à essayer d'être attentif, comme ces choses qu'on a envie ouais, ces plaisirs qui paraissent extraordinaires et puis qui sont
desquels on devient dépendant. C'est aussi intéressant. Pour finalement pouvoir affirmer ses goûts, mieux se connaître. Encore une fois, la rencontre avec soi. Mieux se connaître. Imaginez que vous soyez dans un espace particulièrement tranquille, peut-être un espace de nature, et que vous rencontrez, dans cette promenade totalement imaginaire, vous rencontrez un autre vous-même. L'autre vous-même, sauf qu'il est un peu transparent, lumineux, comme ça. Comme la version angélique de vous. Angélique, c'est peut-être pas le bon terme. Cette espèce de vrai personnage, le vrai vous. Vous imaginez ça et que vous vous rapprochez, que ce vrai vous vous sourit comme ça, avec bienveillance. Qu'auriez-vous envie de lui demander? Ou qu'imaginez-vous que ce vrai vous aurait envie de vous demander ou de vous dire? Vous pourriez même imaginer que vous laissez ce vrai vous et cet autre vous-même que vous croyez être aujourd'hui, et puis que vous êtes ici à distance, et que vous les regardez discuter, sans forcément entendre ce qu'ils se disent. Vous les regardez pas. Ça, c'est déjà un peu hypnotique, mais pour dire que on a beaucoup de choses qui se passent en nous-mêmes auxquelles nous n'avons pas accès consciemment. Ce qu'on peut remarquer, c'est que on fait bien ce qu'on aime faire. Ouais. Si vous aimez faire la cuisine, vous allez faire des super repas. Puis si vous détestez ça, vous n'allez pas passer des petits bâtonnets de poisson avec de la mayonnaise. Mais en même temps, on fait bien ce qu'on aime, mais on aime ce qu'on fait bien. C'est-à-dire que on va quand même avoir des facilités qui viennent du premier conditionnement de la vie, qui vont nous amener à être, je ne sais pas, patients, à l'écoute, ou qui vont nous amener à être pointilleux, qui vont nous amener à être ci ou ça, c'est égal. Hein. Et donc, on va être assez vite, dans le parcours de vie, assez vite au clair avec là où on est bon. Hein, je suis bon en maths, ou je suis nul en maths, voilà. Si vous êtes nul en maths, vous n'allez pas faire l'université en sciences, voilà. Et puis, si on est bon en maths, on va être attiré là. Donc, on va être bon et devenir encore meilleur là où on a de la facilité. Puis en même temps, on va avoir de plus en plus de facilité là où on est bon. Donc, on a tendance, c'est bien, hein, c'est bien parce que ça permet au potentiel, aux qualités de se développer à leur maximum. Mais le problème, c'est que ça a tendance justement à nous enfermer dans ces quelques capacités. Bon, on disait la liste est quand même assez longue, mais à nous enfermer dans ce qu'on croit être. Parce que finalement, nos capacités vont créer nos croyances et nos valeurs, elles vont s'installer dessus aussi. Et notre identité, c'est-à-dire je crois être comme ça. Alors bon, si on est assez équilibré, ça peut être bien. Si on est limité, c'est moins bien. Si on croit qu'on est nul, qu'on est bête, et puis que rien ne nous réussit, c'est moins fun. Hein. Donc on va être plus motivé à changer de croyance que si on a tendance à penser qu'on est né sous une bonne étoile et puis que tout nous réussit, c'est certain. Néanmoins, le fait de pouvoir ouvrir les possibilités, développer la croyance que tout est possible, nous amène à augmenter encore nos qualités. Quand un adulte apprend quelque chose ou découvre quelque chose, il essaye 3 fois. S'il échoue 3 fois, il abandonne. On essaye 3 fois.
Vous voulez apprendre, je sais pas, l'anglais, vous essayez 3 fois, et puis après vous dites non mais je suis nul en langue, etc. Si vous essayez la cuisine, et puis que 3 fois vous loupez, vous abandonnez. Vous décidez que c'est pas votre truc, vous êtes nul en cuisine. Moi j'ai essayé 3 fois de faire du vélo, c'était fini. C'est 3 jours en suivant, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses. C'est un principe qu'on peut observer. Les adultes essayent 3 fois et c'est tout. Quand on est enfant, on essaye jusqu'à ce que ça marche. Et c'est comme ça qu'on a appris à marcher, à parler, à être propre, à manger et à faire plein de choses. C'est pour ça que les enfants apprennent les langues faciles. Ils apprennent tout facilement. Parce qu'ils ne démordent pas, ils essayent par jeu. Tandis que nous, on essaye par obligation ou par rêve. Mais on est très vite limité. Un enfant essaye jusqu'à ce que ça marche. Et un adulte essaye seulement 3 fois. Et ça me fait penser à cette phrase je fais une petite chanson pendant que j'essaie de me rappeler du nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Clémenceau, je crois. Georges Clémenceau qui disait le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant de réussir. Si vous abandonnez pas avant de réussir, vous ne pouvez pas échouer. Et ça, c'est vraiment ce principe d'insister jusqu'à ce que ça marche. Alors quand on en a conscience, on peut un peu dépasser ces conditionnements et ces idées reçues pour aller de l'avant. Oser être ambitieux. Ne pas se satisfaire de ce qu'on croit qui est. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a tendance à se satisfaire de futilité, voire de médiocrité, où finalement les choses se jouent sur l'apparence, sur la possession. Tant qu'on a de l'argent, qu'on est jeune, qu'on est beau, si possible, quand on est jeune, on est tous beaux, de toute façon, donc c'est facile. Et puis voilà, on est dans un monde qui prône ça, le monde consumériste. Alors ça va quand on est jeune, et qu'on est beau, et qu'on a de l'argent. Mais dès qu'on n'a plus ça, qu'il nous manque un de ces 3, eh bien, on est confronté à autre chose, et là, on va effectivement commencer à développer d'autres philosophies, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de ces valeurs. Et quand on va dans le niveau des valeurs, les croyances changent, et nos capacités changent, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus intéressé à augmenter ses capacités. Et du coup, l'identité, qui va être la clé des valeurs, la notion d'identité va se poser. De quoi est faite notre identité? Question très difficile, donc je vais la poser autrement. Sur quoi peut se baser l'identité? Qu'est-ce qui est le moteur de l'identité, si ce n'est la joie, l'envie de partage, des valeurs humaines importantes, des valeurs qui ont toujours existé, les grandes valeurs de l'être humain, qui vont nous motiver à développer une identité de plus en plus tranquille, paisible. Hein? Évidemment, c'est pas interdit de mal finir sa vie comme poivreau, violent, abandonné, malade dans une cave. C'est pas interdit. C'est aussi un scénario possible et très intéressant au niveau philosophique. Chacun va mener sa vie comme il veut ou comme il peut, en fonction de ce qu'il a, en fonction de son vécu. Parce que finalement, l'identité, c'est ce qu'on croit être. Et cette croyance, je suis comme ci ou comme ça, est le fruit de toute notre expérience, Et c'est fondamentalement ça le message du jour. C'est que nos potentiels cachés, ils sont cachés par nos croyances. Par la croyance que je suis comme ça. Mais vous êtes comme ça parce que vous avez eu ce vécu. Enfin, vous, moi aussi, hein, on est comme ça parce qu'on a eu ce vécu. Si j'avais eu un vécu différent, je serais différent. J'aurais le même corps, je serais le même gars, si on veut,
mais avec une perception du monde, une perception de moi-même dans le monde qui serait différente. D'ailleurs, je ne suis pas toujours hyper satisfait de ma perception, parce que j'ai encore des trucs à dépasser, des trucs à changer, des trucs à améliorer. Et donc, si je peux sentir ces insatisfactions dans ma perception de qui je suis, ça veut dire qu'il y a des potentiels. Sinon, je ne sentirais pas ça. Je sais que je peux être grand, plus grand encore, et encore plus grand. Plus fort, plus puissant, après on peut mettre on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut, mais on peut sentir que si on se met en état d'accueil, qu'on est prêt à assumer finalement, à incarner cette espèce de toute puissance quasi divine, parce que finalement on vient d'où on est, et là on rejoint un peu au-dessus de l'identité, il y a le transpersonnel dans la pyramide, donc il y a mon lien à ce qui est plus grand que soi, plus grand que nous, plus grand que l'humain, à Dieu. Moi j'aime ce mot parce que c'est le mot de ma culture. C'est un mot que tout le monde n'aime pas, mais peu importe, à l'univers infini, à la source, la vie, peu importe, il y a quand même quelque chose qui m'a donné vie, quelque part. Je ne suis pas comme ça le fruit du hasard, je ne crois pas à ça. Et donc, comment finalement tendre vers ça? Et le transpersonnel m'amène à percevoir mon identité d'une certaine manière, qui a une influence sur mes croyances et mes valeurs, et donc sur mes capacités, mon comportement et mon environnement. Hein? Cette pyramide est intéressante, je trouve. Alors, je peux connaître mes qualités, mes défauts aussi, hein, entendons-nous bien, mais disons, tout ce qui fait de moi le mec que je crois être aujourd'hui, je peux connaître tout ça, avec mes qualités, mes défauts, mes limites, mes grandeurs. Mais ça, c'est juste l'identité de ce que je crois être. Mais à l'intérieur, et c'est pour ça cette rencontre avec soi qui me paraît si importante, à l'intérieur, il y a quelque part le vrai Philippe, qui s'appelle même pas Philippe d'ailleurs, hein, qui est le vrai moi, qui est au-delà du prénom, mais qui m'identifie bien à travers ce prénom-là actuellement. Cet être lumineux, cet être profond, quels sont ses potentiels? Quels sont les potentiels qu'il est prêt à partager avec moi et que je suis prêt à partager avec lui? Parce qu'il y en a peut-être qui sont trop grands pour moi, sans aucun doute. Les potentiels importants, l'intuition, la créativité, ce qu'on pourrait dire les dons de l'âme, hein, la médiumnité, je ne sais pas, la télépathie, il y a plein de trucs marrants qu'on pourrait développer si on se relie à ça. Hein, marrant, intéressant, la compréhension, la sagesse, la vérité. Génial, non? Alors ça c'est super pour un dernier café hypnose. C'est-à-dire atteindre l'excellence, pas l'excellence sociale, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est l'excellence de son être qui se révèle dans l'excellence de l'identité, dans les mesures du possible, bien sûr. Je ne suis pas Superman ni James Bond, mais... Parce que dans l'identité, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre par la limite, parfois? Bien sûr. Bien sûr. Mais dans l'identité, c'est quelque chose qui est sans limite. Non, pas tout à fait. Non. Mais c'est bien que tu poses cette question parce que j'ai peut-être pas été suffisamment clair par rapport à ma vision. Évidemment, c'est pas clair par rapport à la vérité. Moi, j'ai pas la vérité. Je propose ma vision. Mais l'identité, c'est qui je crois être. Et donc ça, par définition, c'est très limité. Justement par les croyances. Les croyances me limitent. Je crois que c'est comme ci, comme ça. Mais il n'y a pas que les croyances. Mon corps me limite. Hein. Je ne peux pas me mettre à léviter. J'aimerais bien. J'essaie, mais ça ne marche pas encore, ça. Par contre, mon être, lui, il lévite tout le temps. Il est hors temps, reste pas mon âme. Hein.
quand je rêve la nuit et puis que j'oublie mon corps, que j'oublie l'identité parce que je pars dans les rêves, ou quand on est dans l'état hypnotique, c'est ce qui se passe. On oublie le corps, on oublie le mental, on oublie ce qui fait de soi qui on est. Et on part à travers l'expérience hypnotique à la rencontre du vrai soi. Mais il n'y a aucune limite. On peut se voyager dans le temps, on peut aller dans le passé, dans des vies antérieures, on peut aller dans le futur, on peut aller dans un futur très très lointain, on peut se déplacer dans l'espace. Là, il n'y a pas de limite. Tu me diras, c'est l'imaginaire. Oui, l'imaginaire n'a pas de limite. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le réel et l'imaginaire? Rien, en fait. Ce qui fait, enfin, ce qu'on pourrait dire qui fait la différence, c'est que le réel, on peut le quantifier avec des instruments de mesure, des microscopes, des thermomètres pour mesurer la température, la dureté d'un matériau, etc., l'espace, les doublemètres. Je fais des travaux dans ma maison, tout le temps avec mon doublemètre. Il y a la résistance de la matière. La matière peut être mesurée, quantifiée. Du coup, l'espace aussi et le temps aussi, parce qu'on a des montres. On quantifie ces choses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réelles. Parce qu'elles sont quantifiées avec des instruments qui sont dans ce monde matériel. Un microscope, c'est de la matière. Une montre, c'est de la matière qui permet de mesurer le temps. Des double-mètres, etc. On est dans la matière, l'espace et le temps, et on a des instruments issus de cet univers matériel pour mesurer l'univers matériel. Qu'est-ce qui mesure la télépathie, par exemple? Rien. On n'a aucun instrument de mesure. Parce qu'on n'est pas dans le monde matériel. Et pourtant, on peut observer, dans certains cas, que ça fonctionne. Et si on y est attentif, on va trouver de nombreux cas dans lesquels ça fonctionne. Il y a plein de témoignages là-dessus sur la télépathie. Notamment entre personnes proches, des jumeaux par exemple, ou des personnes des parents, des frères, des amoureux, des gens qui ont un fort lien affectif, qui vont percevoir des choses à travers l'espace ou à travers le temps. On ne peut pas mesurer ça. Donc, je reviens à ce qui était soulevé tout à l'heure, on a l'identité, c'est vraiment la personne que je crois ou que je considère être dans le monde matériel, et ça c'est bourré de limitations. Il faut manger, dormir, pipi, caca et tout, et donc là on est vraiment dans la limite, et ma vision, vous l'avez peut-être déjà entendu à d'autres endroits, c'est que l'âme, l'être profond, le vrai moi, expérimente à travers l'identité, c'est-à-dire à travers l'incarnation, expérimente la limitation, parce que lui n'est pas limité. Et donc nous sommes la version de soi qui est limitée, et la limitation nous sert à prendre conscience. Alors soit à prendre conscience, chacun prend conscience de ce qu'il a à prendre conscience, je n'ai pas de jugement là-dessus, hein. On peut, comme je disais tout à l'heure, on peut devenir quelqu'un sage, ou alors quelqu'un de très commun, de très normal, qui passé inaperçu, et c'est une autre expérience de vie. Et les deux sont bonnes. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir conscience de ce qu'on vit. C'est égal ce qu'on vit, juste d'en avoir conscience. Après, je suis persuadé qu'il y a possibilité d'être heureux dans tous les cas de figure. Il n'y a pas besoin de réussir au sens philosophique ou idéaliste du terme pour être heureux. De loin pas. Et là, on est dans le voyage du héros. On va apprendre des choses. Et ce qui m'intéresse, c'est les potentiels cachés. Qu'est-ce qui se cache derrière les croyances? Alors, on ne peut pas vraiment savoir, parce que c'est chacun qui va suivre un peu son intuition ou ses élans. Qu'est-ce qui se cache derrière les croyances qui ont tendance à nous limiter, toujours? Même les bonnes croyances nous limitent, puisqu'elles nous disent que c'est comme ça, alors que tout est possible. Ça pourrait être encore mieux.
Et ça, c'est une question qu'on peut se poser souvent, une question de coaching assez fréquente. Comment ça pourrait être encore mieux que ça? Même quand c'est déjà bien. Et ça, c'est un moteur d'évolution. L'idée étant, finalement, comme on le disait tout à l'heure, sur le lit de mort, comment je vais me sentir, d'être au plus proche de soi, content de soi, et ça, ça va dépendre peut-être de chaque personne. Pour moi, il y a une notion un peu de sagesse, de lâcher prise, de paix, de calme, une espèce de tranquillité intérieure. Ça, c'est pour moi, mais pour d'autres, ça sera peut-être différent. Mais à travers ça, il y a dans tous ces talents, tous ces potentiels cachés derrière les croyances, il y a quoi? À mon avis, moi, ce qui me paraît le plus probable, ce sont les élans du cœur. C'est vraiment tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est de nature d'amour qui va pouvoir s'exprimer, qui va finalement colorer nos plus grandes qualités, nos potentiels. Parce que finalement, on pourrait avoir des qualités incroyables, de médiumnité par exemple, on en parlait juste là, et puis en faire mauvais usage. Utiliser la médiumnité pour son propre ego. Il y en a qui font ça. Ouais, je connais. Et donc, quel est le but? Tandis que le cœur, la qualité de cœur, finalement, c'est peut-être ça, le potentiel caché, je ne sais pas. Ce potentiel du cœur qui nous amène à être des êtres d'amour, à revenir à notre nature, à notre âme. Et ça me fait penser à cette petite phrase qui est intéressante par rapport au sujet et au cœur. On dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Vous connaissez cette phrase? À cœur vaillant, rien d'impossible. Et donc, quand on a cet élan du cœur, cette richesse, ce cœur qui bouillonne, qui se réjouit pour les autres, pour soi, pour la vie, pas forcément pour des trucs extraordinaires, juste pour être vivant, la contemplation, etc., toute cette beauté de la vie, eh bien, rien d'impossible. On peut sortir de cette espèce d'illusion du réel, de ce carcan des croyances, pour aller en dehors du cadre et voir ce qu'on y trouve. Qu'est-ce que ça vous fait, tout ça? Réfléchir. Réfléchir. Si ça fait réfléchir, c'est déjà bien. C'est un peu l'idée de ces causeries. Mais en même temps, il y a quelque chose un peu... c'est presque inatteignable. C'est une limite, c'est une croyance. Mais c'est vrai que en même temps, c'est très stimulant d'aller dans cette direction. Mais en même temps... la barre, elle est haute. Oui, mais parce qu'on le vaut bien. Oui, mais c'est pas facile. La barre est haute parce qu'on est très puissant. Il faut se mettre en route, et ce côté-là de se mettre en route, que d'avoir la barre assez haute comme ça, c'est pas évident, je trouve. Mais c'est très bien que tu dises ça. Pourquoi est-ce qu'on met la barre aussi haut? Oui, on peut y aller. Oui, voilà, mais... Parce que si on la met là, évidemment que ça va être... Mais souvent, on peut la mettre là, mais effectivement, il faut y aller. C'est ça qui nous fait. Tout à fait. Mais si on a tendance à la mettre trop haut... qu'on n'y arrive pas. Parce que la barre, elle est là, il ne faut pas se la mettre là. L'idée, effectivement, c'est pas de dire « je dois être comme ça ». Ouais, parce que là, c'est la perte. Parce que là, j'arriverai jamais. Attends, c'est tombé. Allez, on va mettre une barre. Oui. Mais c'est ça. Oui, mais en plus de ça, c'est juste ce que tu dis. Parce que pourquoi mettre une barre et pourquoi la mettre là? Parce qu'on pourrait la mettre plus haut encore. Parce que, haut, bas, non mais par rapport à un idéal, on s'entend bien sur l'histoire de mettre la barre haut. On met la barre haut, c'est un idéal, mais on pourrait sans doute la mettre encore plus haut. Très certainement. Parce qu'on va la mettre au maximum de ce qu'on croit possible. Au maximum de ce qu'on croit possible.
Mais une fois qu'on aura dépassé toutes les croyances, qu'on aura dépassé toutes les croyances, puis qu'on arrivera à ce niveau-là, on se rendra compte qu'en fait, elle est beaucoup plus haut encore là-bas. Non, mais il y en a qui abandonnent là. Tu vois. Alors, ce qu'il y a, c'est que si... C'est cette notion de barre. Ouais. Mais c'est la barre, la perfection. Ouais. Et ça, on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. Moi, j'ai une phrase là pour dire il faut être parfaitement imparfait. Oui, c'est ça. On est heureux. Absolument. Absolument d'accord. Ouais, parce que là, on est imparfait. Et il n'y a pas besoin de se mettre des barres aussi. Tout à fait. Et donc, c'est une direction, en fait. Là, on réfléchit, donc effectivement, on prend un petit peu l'ensemble des éléments qui me sont venus, et puis je vous les partage. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pas de dire « je dois être comme ça ». Je serais bien incapable d'y arriver. Par contre, me mettre à l'écoute de moi, ça, je peux faire. Et puis, en gardant le droit même, le droit total et absolu, que si j'entends quelque chose où je me sens pas capable, d'écoute, écoute, cher sur moi, là, au lieu de me prendre de haut, hein, puis de venir foutre la pression, et ben, t'attendras. Parce que je suis pas encore prêt. C'est tout. On est libre. C'est ça la grande révélation, finalement. On est libre. Mais, à cœur vaillant, rien d'impossible. Mais ça ne veut pas dire qu'à cœur vaillant, tout doit arriver tout de suite. Ça nous donne une direction. Mais la direction, c'est définitivement pour moi, en tout cas c'est mon message, et c'est ce que j'ai envie de faire passer, et puis j'espère que ça vous convient, puis sinon, tant pis. C'est que la vraie grandeur, c'est la grandeur du cœur. Le vrai potentiel, c'est le potentiel du cœur. Ou les potentiels qui découlent de celui-ci. Vraiment, d'ailleurs, on retrouve ça dans plein de philosophies et de religions et de tous ces courants, etc. Il n'y a que le cœur, en fait, qui peut être la mesure. Et comme on a des microscopes et des doubles mètres, ben on a le cœur qui est la mesure de notre amour, quelque part. Et l'amour, c'est notre essence. Alors pour parler un peu d'hypnose, puis après on pourra encore aborder un peu, et pour terminer cette présentation, parler d'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose va proposer? Alors, comme tu le disais Maria très justement, en priorité ce qu'on va faire, c'est de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Parce qu'on ne peut pas avancer si on a une jambe cassée. Il faut d'abord guérir la jambe et puis après on peut se remettre en route. Donc l'hypnose va servir à ça, va résoudre ou guérir le passé. Mais l'hypnose va aussi permettre de réaliser son être futur. On ne fait pas que de guérir. Il y a beaucoup de gens qui viennent consulter une hypnose parce qu'ils ont un problème. Ils souffrent d'un truc, ils ont un problème, ils viennent résoudre ça, et c'est très bien. Il faut commencer par ça. Mais souvent, on a tendance à s'arrêter là. Ok, ça va mieux, et puis je reprends mon petit train-train, et on ne va pas plus loin. Et c'est dommage. À cause ou grâce de tout ce qu'on vient de partager, c'est dommage, parce qu'on a des potentiels du cœur. Qu'est-ce qui limite notre cœur? Et ça, l'hypnose peut aussi être utilisée pour ça, et ça va permettre de changer de réalité, de comprendre que tout peut changer, que tout est possible. Et une des méthodes, et je crois que tu l'utilises, tu en parlais la dernière fois, c'est la méthode du comme si. On va faire comme si. Ah, mais j'arrive pas à être patient, par exemple. Ok, alors à partir de maintenant, et tous les jours à telle heure, tu vas faire comme si tu étais patient pendant un quart d'heure. Ça peut être une tâche thérapeutique. On met un petit réveil, ding dong, ah voilà, c'est mon quart d'heure de patience. Et pendant un quart d'heure, je suis patient. C'est-à-dire faire comme si. Évidemment que si vous êtes nul en maths, vous n'allez pas faire comme si vous étiez un physicien, quoi. Mais vous pourriez faire comme si vous pensiez que vous pouvez remplir votre fiche d'impôt. Par exemple.
Je fais comme si. Alors, si je savais faire ma fiche d'impôt, comment je m'y prendrais, etc. Donc, l'idée du comme si, c'est vraiment très, très important. On va, en faisant ça, modifier la structure mentale par rapport au réel. Comme si. Une autre méthode qu'on utilise aussi, c'est la méthode qu'on a utilisée quand nous étions enfants, c'est-à-dire mimétisme, de faire pareil que les modèles. On appelle ça la modélisation, je ne sais pas si tu l'utilises en coaching, la modélisation d'un mentor. Ça s'utilise beaucoup en sport, c'est-à-dire le sportif va étudier les faits et gestes dans les moindres détails du champion du monde. Il va regarder la vidéo au ralenti et dire « Ah, tel endroit, il tient sa main comme ça, il fronce les sourcils, etc. » Enfin bref. Et il fait pareil. Il modélise. Si vous faites comme si... si vous faites pareil que quelqu'un qui réussit, vous réussissez. C'est d'ailleurs pour ça que le sport continue de monter, parce qu'il se copie parmi et puis ça s'améliore tout le temps. Bon, des fois, ils prennent quelques petites substances pour aider, mais ça, c'est une autre question. Donc, on va étudier les actes, les attitudes, les ressentir. On va chercher à ressentir la même chose que l'autre. Si j'ai peur de parler en public, par exemple, je vais regarder un orateur qui maîtrise à fond. Je vais regarder comment il fait, comment il se tient, comment il bouge, qu'est-ce qu'il fait avec les mains, comment il pose sa voix, quel rythme, etc. Et je vais copier, et ça va marcher. Ça, c'est une méthode qu'on utilise en hypnose, parce que dans l'état hypnotique, on va souvent, alors c'est un petit peu plus subtil, parce que c'est au niveau de l'inconscient, mais on va faire une projection de comment c'est quand le problème est résolu. Et puis on va comme se projeter un film de soi, du futur soi, qui a dépassé le problème et qui a mis en place les solutions. Et puis on va l'observer, améliorer encore ça et fusionner avec ça. Donc c'est un principe d'hypnose aussi. Et comme on l'a fait très succinctement tout à l'heure, rencontrer ce que moi j'appelle la partie sage, rencontrer cette partie de soi qui est son âme en fait, son essence, hein. Sachant qu'on n'est pas censé être lui, hein. Donc c'est là l'histoire de la barre, et puis de se sentir obligé de, puis que j'arrive pas, je suis pas parfait, etc. Non, c'est parfait de ne pas être parfait, parce qu'on joue son rôle. Ça c'est un des fondamentaux pour moi, c'est d'avoir conscience qu'il y a l'identité, c'est-à-dire le gars que je crois être ici et maintenant, et il y a mon âme. Et c'est une collaboration. Je n'ai pas en tant qu'identité à être mon âme. Et elle n'a pas à être moi. Par contre, elle m'utilise et je l'utilise. Il y a une synergie, une collaboration qui permet de passer l'expérience de la vie comme un voyage du héros pour finalement en sortir différent quand même, que quand on est arrivé. Grandi, on pourrait dire. Plus dans le cœur. Et si vous êtes d'accord, j'ai envie de terminer avec une petite expérience. Ok ? Et donc, vous êtes d'accord ? Oui. Ouais. Toujours d'accord. Et donc, vous invitez simplement, pendant les quelques minutes qui viennent, à juste entrer dans un état qui est le vôtre, qui est parfait tel qu'il est, et voir si vous êtes à peu près bien assis, positionné, sachant que même si vous êtes mal assis, ça marche aussi. Parce que c'est pas très confortable. Ouais. Et que vous pouvez prendre conscience simplement du fait que vous êtes assise, et de la position du corps, de votre position dans l'espace, de votre position par rapport aux autres, et quand vous le sentez, de laisser vos yeux se fermer et de ressentir la respiration, ce processus d'alternance entre l'inspiration et l'expiration, à sentir la différence de température entre l'air qui entre et l'air qui ressort.
à remarquer aussi dans l'environnement les bruits, les sons, évidemment le son de ma voix, mais aussi d'autres sons, ou peut-être la musique du silence ou celle d'un ventilateur. La musique, le tic-tac d'une horloge. Et de laisser simplement votre esprit se poser, entrer dans le corps. Imaginez que votre âme, votre partie lumineuse, vous rejoint et vous lui offrez un corps tout tranquille. Détendez-le encore, de manière à ce que vous fassiez le meilleur accueil à votre être profond, à votre partie lumineuse, qui d'ailleurs est toujours là, mais dont vous avez conscience que vous contenez en ce moment. De sentir que cette rencontre avec vous-même, dans les deux sens, la rencontre de l'âme avec votre identité, la rencontre de l'identité avec l'âme, que ces parties de vous se rejoignent. Vous pourriez même imaginer, pour plus de facilité, vous placer face à un miroir magique. Des fois, c'est plus facile de voir cet autre vous-même en reflet. Un reflet peut-être un peu plus lumineux, un peu plus net, un peu plus brillant. Comme un face-à-face avec l'idéal de vous. Cet idéal qui est dans le miroir, que vous n'êtes pas censé rejoindre forcément, mais que vous reflétez et qui vous reflète. Et pendant que ces deux parties de vous dialoguent de manière inconsciente, peut-être silencieuse, imaginez une autre partie de vous qui est capable d'aller comme en arrière récupérer des énergies perdues. Peut-être du calme que vous avez perdu en route, des morceaux de santé ou des morceaux de tranquillité, de paix, des morceaux de cœur qui ont été comme arrachés ou abandonnés à un moment ou à un autre. C'est comme si votre esprit partait avec un petit panier ou quelque chose comme ça, récupérer au bord du chemin toutes ces choses au fil du temps que vous ramassez, toutes ces choses précieuses, afin de les ramener vers vous, de les ramener à vous. Et chacun d'entre vous peut faire sa cueillette, sa promenade de récupération. Peut-être de vieux rêves qui ont été oubliés, peut-être des idéaux, peut-être des qualités que vous auriez souhaité développer et qui ont été oubliées en chemin, ou d'autres choses encore plus précieuses pour vous. Et peu importe votre manière de le faire, vous ramenez avec vous toutes ces choses si précieuses. Vous leur permettez de rentrer en vous, de vous rejoindre. Toutes ces énergies que vous récupérez en ce moment se déposent dans le corps, à l'endroit adéquat, là où elles vont être gardées précieusement, là où elles vont pouvoir se réchauffer et reprendre vie, là où elles rejoignent des potentiels profonds qui s'apprêtent à vous surprendre comme de nouveaux cadeaux inattendus et bienvenus. Et peut-être que ce reflet dans le miroir
vous fait un geste ou vous dit quelque chose, pour vous permettre d'intégrer toutes ces choses récupérées de la façon idéale et la plus intense qui soit pour vous, comme une fusion à l'intérieur de vous. Et quand cela se passe, imaginez qu'il y a comme des couleurs ou des brillances inconnues, nouvelles, qui tombent du ciel ou qui apparaissent autour de vous, virevoltant, comme une nuée de papillons dorés ou d'étoiles scintillantes. Le cadeau du vrai vous que vous recevez sans forcément avoir conscience de ce qui est en œuvre en vous en ce moment, encore plus profondément. Et votre esprit profond, votre subconscient se relie pour faire ce qu'il y a à faire maintenant. Dans ce que vous êtes en train de vivre afin de compléter cette expérience à votre manière. Et quand c'est le cas, profitez de bénéficier de toutes ces qualités qui attendent encore de se révéler à vous. Alors à votre manière et à votre rythme, et quand vous le souhaitez, et que votre esprit profond vous y invite, vous pourrez ramener tous les bénéfices de cette expérience dans l'ici et maintenant. Merci à vous, merci de votre participation. Si vous avez envie de prendre la parole, de vous exprimer, évidemment que c'est bienvenu. Nous pourrons encore le faire après la clôture de ce petit moment, de ce dernier café hypnose. Je rappelle pour ceux qui verront la vidéo que je consulte à Lausanne, mais aussi à distance. J'ai un rendez-vous cette semaine avec une dame qui est au Népal, donc c'est pas courant, mais ça veut dire que ça marche aussi. Je rappelle également que j'ai un petit atelier, enfin pas un petit, pas de petits ateliers, mais un atelier d'une journée sur l'apprentissage. C'est samedi, donc c'est dans 3 jours, 4 jours, 3 jours. Et qu'il y a encore de la place. Et puis, ben voilà, c'était le dernier café hypnose. Vous continuerez à me voir sur YouTube, je continuerai à faire des choses. Je me suis remis à écrire. Donc, si vous êtes dans mes listes, vous recevrez des informations à propos de mes parutions littéraires. Il faudra attendre encore un petit peu, mais j'ai déjà un roman qui est prêt. Je suis en train d'écrire le suivant. Et des nouvelles, et toutes sortes de choses que je suis en train de préparer.
Et puis voilà, je vous remercie infiniment. Pour ceux qui ont envie de me soutenir un peu, vous pouvez trouver un lien sous la vidéo ou m'envoyer un petit peu de sous par Twint, c'est aussi possible. Et puis je vous remercie et on va continuer, nous, on va boire un petit coup et ça va être sympa. Alors au revoir YouTube et à nous, on continue ensemble. Merci. Merci. Ok. On pourrait l'applaudir pour ce Oui. Merci à vous aussi. Merci.